indiqué en début d'émission, nous recevons donc aujourd'hui Bernard Lugan, historien, spécialiste bien connu de l'histoire africaine. Alors nous le recevons aujourd'hui pour un ouvrage qu'il vient de publier, Histoire et géopolitique de la Libye des origines à nos jours. Alors évidemment, ce sujet libyen colle tout à fait à l'actualité et une fois de plus, Bernard Lugan éclaire la dite actualité à travers un retour sur l'histoire ô combien nécessaire pour réussir à se retrouver dans le chaos libyen. Certains auraient mieux fait de s'intéresser à ces réalités-là avant d'engager des opérations pour le moins malheureuses quand on les juge à leurs résultats quelques années plus tard. Alors cet ouvrage, Catherine, comment peut-on se le procurer? Alors vous ne trouverez pas cet ouvrage dans les librairies, mais vous pouvez le commander sur Internet, sur le site www.bernard-lugan.com. Et sinon, si vous voulez envoyer un chèque, vous pouvez l'envoyer à l'adresse postale Bernard Lugan, boîte postale 45 42 360 Panissière. Un chèque de 35 €. Ah oui, faut-il effectivement. Et les livraisons sont faites en colissimo par mesure de sécurité. Oui, c'est un livre qui a été édité par les éditions de l'Afrique réelle. On connaît la revue L'Afrique réelle, et c'est le 4e livre que j'édite aux éditions pour beaucoup plus de souplesse et de liberté. J'ai décidé de créer ma propre maison d'édition. Alors un livre, je le signale aussi, qui est illustré d'une vingtaine de cartes tout à fait originales et qui sont spécialement utiles pour se retrouver dans ce chaos libyen que nous constatons depuis maintenant 4 années. Alors Bernard Lugan, vous êtes à l'origine un spécialiste de l'Afrique centrale, mais vous vous êtes intéressé aussi à l'Égypte, au Maghreb. Évidemment, la Libye était sur votre route, et dans la mesure où elle occupe depuis quelques années les premières loges de l'actualité, vous deviez fatalement vous pencher sur ce sujet pour éclairer un peu nos contemporains sur un conflit qu'il apparaît assez difficile de maîtriser, mais difficile à maîtriser sans doute du fait de l'ignorance absolument abyssale de certains, et notamment de certains décideurs, à propos de ce pays où on s'est contenté de lectures idéologiques extrêmement sommaires au lieu d'aller découvrir ce qui constituait la trame essentielle de cette société libyenne, au lieu d'analyser ce qui faisait le pouvoir apparemment stable du colonel Kadhafi. On s'est embarqué dans les aventures que l'on sait, avec les conséquences catastrophiques que l'on sait. Alors pour comprendre quelque chose à la Libye, il faut d'abord rappeler quels éléments fondamentaux. L'élément fondamental, c'est que la Libye n'existe pas, et que la Libye n'a existé sous une forme entre guillemets unique qu'à l'époque du colonel Kadhafi, parce qu'elle n'existe à point durant l'Antiquité, elle n'existe à point durant la période de la conquête arabe, également pas pendant la période turque, et quelques années pendant la période italienne, mais disons que ce fut un spasme. En fait, la Libye est composée de 3 grands ensembles. À l'est, la Cyrénaïque qui regarde traditionnellement vers l'Égypte. À l'ouest, la Tripolitaine qui regarde traditionnellement vers le Maghreb et vers la Tunisie actuelle. Et au sud, des mondes sahariens qu'on appelle le Fezzan, mais le Fezzan n'existe pas, plusieurs ensembles Toubou, ensemble Touareg, qui eux regardent à la fois vers la Méditerranée et à la fois vers le lac Tchad, le lien entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. On peut rappeler d'ailleurs que pendant l'Antiquité, Cyrénaïque et Tripolitaine n'appartiennent pas au même ensemble. Absolument pas. La limite était au fameux hôtel des Philènes. Tout à fait. Tout à fait.
La Libye, c'est un terme qui apparaît chez les Grecs anciennement pour désigner de manière très générale l'Afrique. La Libye vient d'un terme bien précis, ça vient de la tribu des Lébous. Parce que nous connaissons très bien les anciens Libyens, qui sont des Berbères, et nous les connaissons très bien par les représentations dans les tombes égyptiennes. Et les Égyptiens avaient plusieurs tribus qui vivaient au contact de la vallée du Nil, à l'ouest des grandes oasis, Farafra, Karga, etc. Et ces peuples étaient connus sous divers noms. Et l'un de ces peuples était les Lébous. Et ce sont les Grecs qui, à l'époque hellénistique, lorsqu'ils vont véritablement coloniser toute la région du delta, qui vont donner le nom de ce territoire à partir des Lébous. Donc c'est un nom ancien. Alors le grand problème, c'est que je vous ai dit qu'il y avait deux grandes zones, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, mais entre les deux il y a le désert. Il y a le golfe des Syrtes, vous avez fort bien dit l'hôtel des frères Philène qui séparait la Cyrénaïque de la Tripolitaine. D'ailleurs il est assez intéressant de voir que Mussolini fit édifier un arc de triomphe sur l'emplacement de l'hôtel des frères Philène. Pour nos auditeurs, disons que l'histoire des frères Philène est très intéressante. C'est toute l'histoire du partage entre la Grèce et Carthage. Les cités grecques de Cyrénaïque et Carthage se retrouvent en contact à un moment donné. Et ces deux grands ensembles veulent éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, vont s'en remettre à des champions, à des coureurs, pour que la frontière soit établie là où les coureurs se rencontreront ou se rencontreraient. Donc les Grecs partent de la région actuellement, disons, de Benghazi, Cyrène, Benghazi, et les Carthaginois partent de la région quasiment de Tripoli. Alors il y a deux traditions, tout à fait contradictoires. Les uns disent que les frères Philène étaient des Carthaginois, les autres étaient des Grecs. Quoi qu'il en soit, les Carthaginois ont couru plus vite que les Grecs et ils sont arrivés jusqu'à la hauteur de Syrte, dans le golfe des Syrtes, ce qui fait que les territoires de Carthage, que Carthage n'occupe pas jamais d'ailleurs, se prolongèrent presque jusqu'à Ajdabiya, aujourd'hui en Libye. Donc entre ces deux ensembles, un désert. Et ce désert avec une pénétrante directement vers le lac Tchad. Et là vous avez... Et c'est toute l'histoire de la Libye. Et c'est ce que Sarkozy et BHL n'ont pas compris. C'est qu'il y avait un monde qui est une marqueterie tribale, une sorte de mosaïque, plus une marqueterie tribale, avec deux ensembles. L'ensemble des tribus de Cyrénaïque et l'ensemble des tribus de Tripolitaine. Et ces deux ensembles constituaient des unions. Et Kadhafi a réussi, et ce fut pourquoi seuls sous sa période l'on pu parler de Libye, existante en tant qu'État unitaire, c'est que Kadhafi, à travers sa propre personne, réussit à faire agglomérer l'alliance tribale de Cyrénaïque et l'alliance tribale de Tripolitaine. Comment ? Lui appartenait à l'alliance tribale de Tripolitaine, par sa tribu des Khadafda, qui était originaire de la région située entre Syrte et Bani Walid, donc la Tripolitaine. Et il eut l'intelligence d'épouser une femme, il répudia sa première femme, qui était une Koulougli d'origine turque de la région ouest de la Libye, il la répudia, et il épousa une fille d'un clan secondaire de la tribu royale des Barassa, ce clan c'était les Firkesh, ce qui fait que par son mariage, nous sommes dans la conception tribale, par son mariage, Kadhafi réussit à allier à travers sa personne et par sa politique matrimoniale les tribus de Cyrénaïque et les tribus de Tripolitaine. Et toute la vie politique de la Libye sous Kadhafi va reposer sur cet engrenage qu'il constitue autour de sa propre personne, avec des hauts et des bas bien sûr, parce qu'il va y avoir des trahisons, certaines tribus de Cyrénaïque vont se révolter, etc. Mais grosso modo, ça marche, le système est cohérent. Et avec l'adresse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, la France et l'OTAN ont fait éclater tout cela. Alors l'origine de ces confédérations tribales est fondamentale, c'est une origine qui remonte au XIe siècle, 11e, 12e siècle, allez jusqu'au XIIIe siècle. La Libye, avant cette époque, est totalement berbère, comme la totalité de l'Afrique du Nord. Du delta du Nil jusqu'aux îles Canaries, nous sommes dans un monde berbère. Et ce monde berbère va être culturellement arabisé, parfois ethniquement et biologiquement arabisé, mais le fond de la population est berbère.
En Libye, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est qu'à l'époque des Fatimides, à l'époque du Khalifa fatimide, qui est d'origine berbère aussi, parce que n'oublions pas que les Fatimides, c'est la tribu des Koutama, les Okoutamani, des Romains et des Byzantins, c'est une petite Kabylie. Donc la tribu des Koutama, les Okoutami, les fameux cavaliers, on le retrouve dans toute l'histoire romaine et dans toute l'histoire, je renvoie à Yann Le Bohec, qui a étudié cette question de façon magistrale. Les Okoutamani, les Koutama vont former la troupe qui va permettre aux Fatimides de créer l'empire fatimide en Afrique du Nord et ensuite d'aller conquérir l'Égypte. Les Fatimides sont installés en Égypte et un certain nombre de leurs alliés berbères nord-africains vont profiter de l'éloignement des Fatimides pour prendre de l'autonomie. Au même moment, sortent d'Arabie, comme à des périodes régulières, de manière cyclique. Des tribus sortent d'Arabie, des tribus bédouines, et s'étendent dans la région. Et à ce moment-là sortent les tribus, les Beni Hilal, les Hilaliens, qui vont commencer à ravager le nord de l'Égypte. Et le califat fatimide va se dire: écartons ce danger, et pour l'écarter, envoyons-le vers l'ouest. Ce qui va nous permettre, disent les Fatimides, à la fois de nous débarrasser de ces pillards, et en même temps d'envoyer, ce qu'on dit à l'époque, le fléau bédouin aux Berbères de l'actuelle Tunisie, de l'Ifriqiya, qui était soulevé contre le pouvoir fatimide. Et ces Hilaliens partent vers l'ouest. Les premières tribus vont arriver en Cyrénaïque. Elles vont trouver le pays fort agréable parce que la Cyrénaïque n'est pas qu'un désert. Quand vous connaissez un peu le pays, toute la hauteur au-dessus de Benghazi, c'est le Djebel Akdar, la montagne verte. C'est une montagne, à l'époque grecque, l'on disait qu'Apollon trouvait le ciel pour inonder les plaines. Donc nous sommes dans une région c'est une région qui fait, c'est la Corse. C'est la Corse. On a une vision très très réductrice de la Libye. Toute la partie nord de la Cyrénaïque, environ un gros haricot qui fait 300 km de long sur 150 km de large, sont les hauteurs corses, avec du maquis, avec des arbres. D'ailleurs, les Grecs s'installent. Ils s'installent là, car c'est un coin qui est totalement fertile. Et ces premières tribus arabes trouvent que le coin est merveilleux, s'y installent, liquide entièrement l'arboriculture, car nous étions dans une zone de production d'arbres fruitiers, etc. Tout est rasé pour que les moutons puissent se développer. Mais les tribus qui s'installent en Cyrénaïque estiment qu'elles sont les tribus les plus nobles, puisqu'elles sont les premières arrivées. Là, nous sommes 11e. Dans les décennies qui suivent, une deuxième vague d'Hilaliens arrive. Elles ne s'installent pas en Cyrénaïque, puisqu'il y a déjà les premières tribus, et elles vont plus à l'ouest. Et elles vont s'installer en Tripolitaine. Et nous avons là le noyau des deux grandes alliances tribales que nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui. Et tout s'explique autour de ces alliances tribales. Alors en plus de cela, va se développer une deuxième Libye. Là nous sommes dans la tribu bédouine, dans la Libye bédouine. Une autre Libye va se développer, c'est la Libye du littoral. Alors la Libye du littoral, essentiellement les villes de Tripolitaine, qui va être, cette Libye du littoral, elle, tournée vers la Méditerranée. Des villes marchandes, riches, qui vont être les points d'aboutissement des caravanes. Car ces tribus dont je viens de vous parler, ces tribus arabes bédouines, vont s'allier aux tribus berbères et vont contrôler tout le grand commerce vers la zone péritchadienne, péritchadique. Et tout le commerce de l'Afrique noire va arriver sur le littoral libyen, et ces villes du littoral de Libye vont développer un type de civilisation totalement différent. Cités patriciennes, cités riches, commerçantes, mais qui vont toujours vivre dans la terreur du pillage qui peut être exercé par les tribus de l'intérieur. Donc ces tribus, ces villes du Nord sont tournées vers la Méditerranée et achètent leur protection auprès des tribus qui sont dans leur immédiate hinterland, dans l'arrière-pays. Donc c'est un système d'alliance excessivement complexe qui se met en place. Et dans ce système complexe va éclater, après les événements de Tunisie, une contestation sur laquelle nous reviendrons en Libye. Et cette contestation qui est une guerre tribale, en fait c'est une guerre tribale, c'est une rivalité de la Cyrénaïque qui trouve que la Tripolitaine a pris trop de place et qui est augmentée par la révolte des Berbères de l'extrême ouest de la Libye, qui en veulent à Kadhafi, parce que Kadhafi a une politique nationaliste arabe qui nie le fait berbère. Donc une alliance de briques et de broc que Kadhafi aurait pu régler sans aucun problème, et qui ne va pas être réglée parce que l'intervention française va donner la victoire à
ces gentils démocrates insurgés dont nous voyons aujourd'hui le résultat avec les lapidations, les massacres, etc. Et quelle a été la part dans tous ces événements de la confrérie Sénoussi? Dans les événements de l'histoire ancienne de la Libye, qui a joué un rôle important dans l'histoire de la Libye. Essentiel. La confrérie sénoussiste va jouer un rôle essentiel dans, à la fois au début la lutte contre les Turcs reviennent en 1835, à la fois dans la lutte contre les Turcs, puis ensuite dans l'alliance avec les Turcs, car la confrérie va être un peu, va se voir déléguer par la Turquie la police du désert dans la zone de Cyrénaïque. Et cette confrérie va être le bras armé de la Turquie contre l'impérialisme français. N'oublions pas que la France va avoir des gros problèmes dans l'actuel Niger, dans l'actuel Tchad et dans l'actuel ou extrême est de l'Algérie avec cette confrérie sénoussiste. C'est le siège de Janet en 1916, immortalisé par Joseph Perret dans l'étendard vert qui faisait le bonheur des jeunes lecteurs il y a une cinquantaine d'années. Nous repartons dans l'escadron blanc. Exactement. Et donc, cette confrérie sénoussiste va ensuite avoir un rôle très important pendant la période italienne. C'est elle qui va résister en grande partie, toujours avec les Turcs. Parce que les Turcs sont en guerre, enfin l'Italie envahit ce qui va devenir la Libye, qui n'est pas la Libye, on appelait ça à l'époque turque le vilayet de Tripoli. La Libye va être créée par les Italiens, et les Italiens vont devoir lutter contre les Turcs, contre les sénoussistes, et un certain nombre d'officiers turcs vont rester, ces officiers turcs vont rester avec les sénoussistes. Et quand la guerre de 14 va éclater, dès que l'Italie va changer d'alliance, et va retourner ses alliances, et que la guerre va prendre également en Libye, ces officiers turcs qui sont sur place vont achever de mobiliser la Sanoussia contre les Italiens. Cette Sanoussia qui va avoir un rôle très important jusqu'à la fin des années 1937-38. Finalement, dans les années 37-38, la Sanoussia est écrasée par les Italiens, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques vont essayer de donner le pouvoir au leader de la Sanoussia, qui est l'émir Idriss, qui va devenir le roi Idriss Ier, qui est de la tribu des Barassa, tribu noble au sein des tribus nobles de la Cyrénaïque, et c'est ainsi que la Sanoussia se retrouve à travers la personne d'Idriss Ier. Mais à la différence des Wahhabites, qui vont créer un système politique en Arabie autour de leur confrérie, Idriss ne va pas créer un système politique autour de la Sanoussia. Il va être, bien entendu, l'homme issu de la Sanoussia, mais surtout l'homme issu de la tribu des Barassa. Et la Sanoussia va continuer à exister sous un rôle étouffé, qui va être, largement combattu ensuite par le colonel Kadhafi, et la Sanoussia, les bribes, ce qui reste de la Sanoussia, vont constituer un des éléments de soulèvement de départ de la révolte contre Kadhafi. Donc il y aura plusieurs éléments qui vont se mêler. Et aujourd'hui, ce qui reste de la Sanoussia, c'est un peu fondu dans le courant fédéraliste, anti-islamiste et pro-confrérique qui lutte contre Daesh et Al-Qaïda. On a là une organisation qui a un profil général islamiste en quelque sorte, mais qui est opposé à l'islamisme fondamentaliste actuel. C'est le phénomène qu'on a vu aussi au Caucase. Oui, et que l'on retrouve dans le nord du Nigeria, ces fondamentalistes qui s'opposent à Boko Haram, que l'on retrouve dans l'Ouest africain avec les confréries, etc., les Tidjanes, etc. Donc c'est un phénomène très intéressant. Parce que les islamistes libyens d'aujourd'hui, quelles sont leurs affiliations? Alors, aujourd'hui, nous avons 5 zones, 6 grandes zones. Alors, commençons par les zones qui ne font pas l'actualité chaude, mais qui sont très prégnantes. Alors, évacuons-les. À l'extrême ouest, nous avons les Berbères, de Djebel Nefoussa, qui jouent leurs cartes. Ils jouent leurs cartes et qui tantôt s'allient aux islamistes, tantôt sont contre les islamistes. Ce qui les intéresse, c'est de voir ceux qui vont leur donner le maximum de reconnaissance culturelle. Au sud, nous avons 2 mondes. Nous avons le monde Touareg et le monde Toubou. Le monde Touareg est en train d'être avalé par les islamistes. Ah oui. Oui, complètement. Et pas seulement en Libye, également sur le Niger et le Mali. Non, plutôt en Libye. Mais ils ne sont pas islamistes, mais ils jouent la carte islamiste, toujours par identité, comme les Berbères du Djebel Nefoussa. Et nous avons toujours au sud, mais à l'est, les Toubous qui, eux, sont
très engagée contre les islamistes, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont en rivalité avec les Arabes. Or, les Arabes sont les islamistes, entre les Beni Soleiman et les Toubous, c'est la guerre territoriale. C'est ancien. C'est ancien. Ça remonte aux années 1830. Une guerre qui se... Bon. Ça, évacuons le sujet. Alors maintenant, nous avons le nord, là où tout se passe, puisque 95% de la population libyenne vit sur le cordon littoral. Alors nous avons trois ensembles. Nous avons la Cyrénaïque à l'extrême est, qui est plus ou moins contrôlée par une alliance composite, qui repose sur la confédération tribale de Cyrénaïque, plus un certain nombre d'anciens kadhafistes. C'est quand même assez paradoxal, parce que la Cyrénaïque s'était soulevée contre Kadhafi, et les kadhafistes se sont repliés en Cyrénaïque, et également la Sanoussia. Ces mouvements ne contrôlent pas toute la Cyrénaïque, parce qu'il y a 2 ou 3, c'est un gruyère qui est percé de 2 ou 3 trous, notamment Darna, qui était l'émirat islamiste. Voilà. Cet émirat islamiste, qui s'était rallié à Daesh, et qui a été liquidé par Al-Qaïda. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il y a en plus des éléments d'Al-Qaïda qui font que nous sommes dans une situation très composite. Ça, c'est la Cyrénaïque. À l'extrême ouest, en dehors de la zone berbère, nous avons de Tripoli jusqu'à Misrata une sorte d'alliance entre islamistes, Al-Qaïda et frères musulmans. Le dominant là-dedans, c'est Misrata. Misrata avec les frères musulmans. Misrata est une ville très particulière. C'est une ville qui est une ville culturellement turque. Misrata, c'est la capitale des Koulouglis. Les Koulouglis qui sont les métis d'indigènes et de Turcs, et qui culturellement étaient tournés vers la Turquie. C'est une ville riche, Misrata. C'est une ville lettrée. C'est une ville qui a une aristocratie lettrée, marchande. Et à l'heure actuelle, Misrata constitue probablement la plus grosse force militaire dans cette déliquescence libyenne. Alors Misrata est une ville donc qui est tournée par la Turquie, et c'est le porte-avions de la Turquie en Libye. Pourquoi ? Parce que c'est une ville culturellement Koulougli, qui regarde donc vers Constantinople, et c'est une ville également qui est le fief des frères musulmans. Alors il ne vous échappera pas que les frères musulmans sont au pouvoir en Turquie. Et au départ de la déstabilisation libyenne, il y a les frères musulmans, il y a les Turcs, et il y a bien entendu les Américains. À l'époque où les Américains ont voulu déstabiliser tout l'arc méditerranéen et proche-oriental pour mettre au pouvoir les frères musulmans, pensant qu'en mettant au pouvoir les frères musulmans de la Turquie en Tunisie, ils allaient pouvoir se retirer de la région en laissant un certain ordre derrière eux pour éviter l'anarchie et la prise de pouvoir par les salafistes ou les fondamentalistes divers. Alors nous avons donc ce monde-là, Misrata, qui est allié, alors allié de circonstances. De temps en temps ils se combattent, mais en ce moment ils sont alliés à Al-Qaïda et aux islamistes de Tripoli. Pourquoi ? Parce qu'un troisième larron est arrivé, c'est Daesh, l'État islamique, qui est arrivé, qui a commencé par s'installer à Darna, dans l'extrême est de la Cyrénaïque, qui a été chassé de Darna et qui est venu s'installer à Sirte. Alors là, c'est un choix extraordinaire. Là, on voit qu'il y a, de la part de Daesh, une analyse politique. On voit qu'il y a un sens du terrain. Ils ont choisi de s'installer à la limite des 2 alliances tribales dont je vous parlais tout à l'heure, dans la zone contestée entre les 2 alliances tribales, c'est-à-dire dans le golfe des Sirtes, et cette zone qui est la pénétrante vers le sud, veulent tenter de donner la main à Boko Haram. Pour le moment, le Tchad tient le coup. Pour combien de temps? Ça, là est la question. Et ils sont installés. Là, c'est le ventre mou. C'est le ventre mou de la Libye, parce que nous sommes dans le no man's land entre les 2 grandes zones tribales. Et qui plus est, la région de Sirte et la région de la tribu du colonel Kadhafi, ce qui fait que cette tribu n'a pas osé prendre les armes, de peur d'être accusée de vouloir remettre le kadhafisme au pouvoir. Ce qui fait que cette tribu, avec la culpabilisation qu'elle avait sur la tête, on sait comment on culpabilise les peuples
depuis un certain nombre d'années. Les Serbes ont été culpabilisés, les Allemands ont été culpabilisés, mais là les Hadafda ont été culpabilisés. Donc c'était un moyen formidable pour les islamistes de l'État islamique de s'installer. Et aujourd'hui, ils sont présents depuis plusieurs mois, et aujourd'hui ils contrôlent à peu près 300 km de littoral, du port d'Ajdabiya jusqu'à l'ouest de Sirte. Ils contrôlent le fond du golfe des Sirtes, ce qui est la pénétrante vers le sud. Alors, le danger est de savoir ce que vont faire les Ouled Slimane, la tribu des Ouled Slimane, qui, elle, s'étend de la région jusqu'au lac Tchad. Et il y a une tradition fondamentaliste dans cette tribu. Alors, le jeu est très ouvert. Donc, la situation libyenne est très grave. Alors, pour le moment, nous avons les yeux tournés vers la Syrie. Mais n'oublions pas que Sirte est à 300 km, 400 km de Malte. C'est aux portes, c'est là. Et comme en plus nous faisons la bêtise, l'histoire jugera d'une manière accablante, c'est l'attitude des gouvernements européens qui donnent l'ordre à nos marines de récupérer les, entre guillemets, réfugiés qui sont des migrants clandestins. Dès qu'ils quittent les ports de Libye, on les ramasse, au lieu de les déposer, on les ramène. Les remettre sur la côte. Avec 300 km contrôlés par l'État islamique, vous imaginez le nombre de gentils démocrates qui doivent passer au milieu de ces réfugiés. Voilà ce que l'on peut dire pour la situation. Vous avez évoqué le rôle de la Turquie. On a souvent évoqué aussi le rôle du Qatar. Oui, même chose. Même chose. Le Qatar et la Turquie ont partie liée dans cette affaire. Aujourd'hui, nous savons le renseignement. Il y a régulièrement des avions qui viennent de la région, avions probablement turcs ou dépendants des Turcs, et qui déchargent des djihadistes qui sont exfiltrés de Syrie et qui sont envoyés vers la Libye pour ouvrir un autre front. Le but est d'ouvrir un autre front, donc nous allons avoir probablement un autre front qui va s'ouvrir dans le sud de la Libye. Le but est d'ouvrir un front vers le sud de la Libye. Le but est de venir gratter le dispositif français qui est dans le nord du Niger et qui est au Tchad. Donc là, il va y avoir des phénomènes avec ce qui se passe dans le Sahel, avec le glissement au sud du fleuve Niger, du fondamentalisme. C'est un sujet que j'étudie beaucoup en ce moment. Le numéro de l'Afrique réelle qui est consacré à cela. Si vous voulez, il y a une mutation énorme. Nous allons être obligés d'engager probablement des dizaines de milliers d'hommes que nous n'avons pas, parce que après la bande sahélienne, c'est la bande soudano-guinéenne qui va se soulever. Qui va se soulever là. Qui va se soulever, mais... oui, les islamistes sont là. Ce qui s'est passé à Bamako l'autre jour, à l'hôtel Radisson. Capacité de mobilisation des populations locales. Oui, au sein des groupes Peul notamment. Là, nous avons ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson à Bamako, tout à fait temps. Ça a été revendiqué par Mokhtar Ben Mokhtar, mais pas du tout. Ce sont des Noirs du Sud qui ont fait le coup, et il y a des liens entre les mouvements, et nous avons alors actuellement un mouvement qui s'est développé, le mouvement de libération du Massina, en référence au grand djihad Peul du 19e siècle. Et là, nous avons un mouvement qui est latent, et n'oublions pas que là, c'est le cœur de la zone sahélo-guinéenne. C'est la zone qui touche le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et la Guinée est un pays qui est à 90% musulman. Et là, il y a des réservoirs. C'est une situation qui est très grave et qui est en train de nous échapper. Et en un mot, comment voyez-vous l'avenir? Je ne vois pas d'avenir. Ce que je vois, c'est qu'il va falloir que nos armées se préparent. Il va falloir que le gouvernement comprenne enfin qu'il faut quasiment doubler les crédits de la défense, qu'il faut recréer des unités spécialisées dans la résidence sur place, parce que c'est très bien de faire tourner des unités, mais il faut des gens qui aient l'oreille des populations, qui connaissent. Il va falloir recréer d'un système ou un autre le corps des affaires indigènes, les compagnies nomades ou les troupes de marine, enfin quelque chose qui fait que ce que Sarkozy a détruit. Je distingue là des relents de néocolonialisme qui sont tout à fait inquiétants. Je ne suis pas naturel inquiet. Mais pourtant, il y a de quoi quand on voit la situation. Alors, y a-t-il un jeu particulier en Libye de l'Arabie Saoudite après la Turquie et le Qatar? Oui. Alors l'Arabie Saoudite est dans un jeu très particulier. L'Arabie Saoudite a bien entendu soutenu à fond
l'Arabie Saoudite a changé de politique à partir du moment où elle a décidé de soutenir le maréchal Sissi en Égypte. Et donc, à partir de ce moment-là, le maréchal Sissi était à 2 doigts de véritablement entrer en Cyrénaïque pour aider le général Haftar, qui était le chef militaire très contesté d'ailleurs, à tenter de prendre le contrôle de la Cyrénaïque. Et puis il s'est passé un phénomène, alors là, nous sortons complètement de la zone, il s'est passé un phénomène qui a été la guerre du Sud-Yémen. Et il s'est passé le retour en force de l'Iran. Et l'Arabie Saoudite est affolée par le retour de l'Iran, parce que, si vous voulez, contrairement à ce qu'on a pu dire, l'Iran, l'ennemi de l'Iran, c'est pas Israël, c'est l'Arabie Saoudite. Bien sûr. L'intérêt de l'Iran, Israël n'intéresse pas l'Arabie Saoudite, l'Iran. Ce qui intéresse l'Iran, c'est le Golfe et les lieux saints. Et l'Iran sait très bien que l'Arabie Saoudite, c'est rien du tout. Un claquement de doigts, il n'y a plus d'Arabie Saoudite. Et donc les Saoudiens sont paniqués. Comme les Américains sont en phase de repli, etc., ils ont cherché à s'acheter une protection avec l'armée égyptienne. Donc les Américains avaient retiré leur aide à l'armée égyptienne une partie. Les Saoudiens ont donné 4 fois plus que ce que donnaient les Américains. Donc l'armée égyptienne mange dans la main de l'Arabie Saoudite, alors que l'Égypte ne suit pas la même politique, notamment en Syrie, que l'Arabie Saoudite. L'Orient est mystérieux et compliqué. C'est moins qu'on puisse dire. Donc l'Arabie Saoudite s'est trouvée dans une situation très embêtante quand il y a eu le soulèvement des Houthis au Yémen notamment. Et l'Arabie Saoudite, militairement, n'arrivait pas à prendre le dessus. Et l'Arabie Saoudite a créé une grande alliance sunnite contre ces rebelles chiites ou apparentés aux chiites du Yémen. Et l'Arabie Saoudite s'est rapprochée d'Al-Qaïda. Et l'Arabie Saoudite s'est rapprochée des frères musulmans. Quel combat par ailleurs! Les frères musulmans veulent liquider le régime saoudien, mais il y a une telle Vous savez, l'Arabie Saoudite est dans une politique de fuite en avant. Hein. Ils n'ont plus de stratégie. C'est la survie à très court terme. À mon avis, c'est une course contre la montre vers la fin de ce régime. La course est engagée. Et l'Arabie Saoudite, en totale contradiction politique, a demandé au maréchal Sissi de cesser d'intervenir militairement en Libye, en Cyrénaïque, contre Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda devient, dans une certaine mesure, un allié sunnite contre l'Iran et ses alliés chiites. Donc c'est une situation qui explique pourquoi l'armée égyptienne n'est plus aussi interventionniste en Cyrénaïque. Et l'Égypte, pour se protéger de la contagion islamiste en Cyrénaïque, pris la plus mauvaise des méthodes, c'est-à-dire une barrière électronique. Comme si, sur 2000 km de disert, nous avons, réussi en Algérie et au Maroc, 2 frontières, la ligne Maurice et Maurice-Charles, parce que la frontière était relativement courte, et parce que nous avions 1 million d'hommes sur place, et parce que nous avions une armée excessivement performante, et qu'en plus, nous avions avec nous les 3/4 de la population algérienne. Mais là, imaginons dans ces immensités désertiques, ils ne vont rien contrôler du tout, d'autant plus que ça ne passera pas par cette frontière, ça va passer par la zone du sud de la Libye et du Soudan. Donc nous sommes dans une situation qui est excessivement volatile, et ce que j'explique dans mon livre. Merci Bernard Lugan pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire et géopolitique de la Libye, des origines à nos jours. Vous nous rappelez rapidement comment on peut se le procurer. Commander le livre, donc pour 30 €. 35. Avec le port. En colissimo, parce que j'ai eu tellement de livres qui se sont perdus que maintenant j'en vois en colissimo. Je suis certain. Un envoi sécurisé. Alors, le site www.bernard-lugan.com ou l'adresse postale, si c'est un chèque, Bernard Lugan, boîte postale 45, 42 360, Panissière. J'ai dit des bêtises, c'est 32 € et pas 35. Oui, non, pardon. Oui. Alors, on reprend les chiffres, 32 €. Je suis un très mauvais mathématicien. En tout cas, le livre est passionnant. Merci. Ça vaut les 32 €. Oui. Merci, chers amis. Merci, messieurs. Et on vous dit à la semaine prochaine.